Salut. Bienvenue dans Essaye encore. Le podcast qui dédramatise l'échec. J'y reçois des gens connus et moins connus qui me racontent comment ils se sont plantés. Salut tout le monde et bienvenue donc dans cet épisode 39 de Essaye encore. L'épisode précédent, j'avais reçu Jean-Pierre Michael, la voix française de Brad Pitt, entre autres, de Keanu Reeves également. Si vous ne l'avez pas écouté, c'était un magnifique éloge au théâtre et à l'art du théâtre. Je vous invite à aller écouter ça, faire la rencontre d'un chouette bonhomme, une chouette personne, vraiment, et puis de mettre aussi des pouces, des étoiles et des likes et compagnie pour le podcast. Ça permet d'exister un peu plus, moi ça m'aide beaucoup. Cette fois-ci, j'ai discuté avec celui qu'on appelle Monsieur Born to be Alive. Il faut s'arc-bouter, prendre les coups et puis les encaisser, et à un moment ou à un autre, ça va le faire, quoi. L'homme aux 56 disques d'or, celui qui vous a forcément fait danser à un moment donné. Dans une soirée d'abord destinée aux langues et à l'anglais principalement, il change son fusil d'épaule en moins d'une demi-heure à cause des Beatles. Nous sommes en 64 et la vie de Patrick Hernandez vient de changer. Elle changera encore quelques années plus tard avec le succès planétaire de la chanson Born to be Alive, une chanson qui a bien failli d'ailleurs ne jamais voir le jour et être jetée à la poubelle. Avec lui, on raconte donc toute l'histoire de cette chanson, aussi celle des années compliquées qu'on suivit derrière. On parle de lâcher prise, de persévérance, et ça ne s'oppose pas. On revient aussi sur cette fois où il a dit non à la maison de disques de Claude François pour finalement galérer sur la route. On a parlé d'introspection, de faire la différence entre un tube et un standard, de Star 80 bien sûr, et Scoop, d'un biopic en préparation, mais chut, je ne vous ai rien dit. Au bilan, j'ai rencontré un très chouette humain et cet épisode est un éloge au lâcher-prise, à la bonne étoile et à la sagesse. Alors, installez-vous confortablement les amis et c'est parti donc pour Patrick Hernandez, épisode 39, Essaye encore. Et ça commence maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue, quel plaisir d'avoir l'homme aux 56 disques d'or, c'est ça hein? Oui, tout à fait, c'est 56 disques d'or. Il n'y a pas eu que des échecs dans mon existence. C'est ça. Bien que ça aurait pu être finalement un échec cette histoire de chanson Born to be Alive. On va y venir bien sûr. Le podcast s'appelle Essaye encore, je le disais. Pour ceux qui connaissent le concept même savent que j'ai une question, une seule et unique question écrite. Et encore fallait-il l'écrire. C'est qui es-tu, Patrick Hernandez? Au-delà donc, effectivement, de l'auteur de Born to be Alive, comment tu te présenterais à nous? Écoute, je suis un garçon assez tranquille. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui a fait une chanson qui s'appelle Born to be Alive, j'aime bien le calme, j'aime bien la campagne, j'aime bien la nature. J'ai une passion absolue pour la gastronomie, pour la cuisine, en plus donc bien évidemment de la musique. Mm-hmm. Et je suis assez solitaire. Je suis un garçon qui vit un peu comme un grizzly dans sa caverne quelque part. Et alors c'est rigolo, sa passion pour la cuisine. Qu'est-ce que t'aimes genre cuisiner? J'aime tout cuisiner. Là, je suis en préparation de livre de cuisine, mais en fait, si tu veux, il y a effectivement, il y a 4 bouquins qui sont en préparation. Il y a 2 bouquins sur la cuisine française et belge, effectivement, qui étaient quand même très très larges. Et il y a 2 bouquins sur la cuisine étrangère. Alors quand je dis étrangère, ça va du Liban en passant par les États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud, en passant par le Brésil, la Hollande, même l'Angleterre. Et à l'honneur. Donc j'aime faire la cuisine, j'aime les produits, j'aime les gens avec lesquels je discute, les commerçants par exemple. J'adore les discussions avec mon boucher, on n'en finit pas pour choisir des morceaux. J'ai le même chez moi. C'est vraiment une passion et donc c'est vraiment ma deuxième passion après la musique. Après la musique, d'accord. Mais peut-être parce que c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire que c'est une histoire de recettes, mais
au final, il y a beau avoir la recette, ça reste le coup de main finalement qui fait que ça va être bon. Oui, c'est une sorte d'alchimie en fait, un Ouais. petit peu comme la musique aussi, et la cuisine est une alchimie, ça c'est indéniable. C'est vrai que il y a le coup de main, mais il y a le coup de main en musique aussi. Hein. Donc voilà, il y a Bah oui, dans c'est les deux, ça. il y a un coup de main. À voir. Il faut l'avoir. Alors une passion pour la cuisine, d'accord. Un homme un peu solitaire, un peu dans sa campagne. Voilà pour la présentation et donc passionné de musique aussi. Effectivement, on ne peut pas passer à côté. Comment est venue la musique dans ta vie? C'est un accident au début, genre t'as découvert un jour par hasard ou tu voulais faire de la musique depuis toujours? Alors c'est vraiment le hasard et c'est vraiment très très précis. En fait, lorsque en 1964, tu vois, ça remonte à quelques années, j'étais un garçon extrêmement studieux qui travaillait très bien à l'école, très sage, et je me destinais au professorat d'anglais. J'avais une passion pour la langue anglaise, et mes parents ont eu la très mauvaise idée en 64 et 65, donc pendant 2 ans, de m'envoyer vivre dans une famille de 3 sœurs, les sœurs Hollande, dans un petit village au bord de mer dans le Kent qui s'appelle Herne Bay. Et j'ai un soir, avec ces trois vieilles dames, pardon, euh, eu la surprise de voir apparaître en noir et blanc sur la télé les Beatles en 64 Ouais. qui chantaient She Loves You pour être très 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 exact. Et j'ai pris un coup de cœur. Et je me suis dit, non, mais je veux plus faire le professorat d'anglais, je veux faire ça. C'est ça, parce qu'en fait, ça m'a touché, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une révélation, alors que, honnêtement, une demi-heure avant, je ne pensais absolument pas faire un jour de la musique. Il jouait du banjo, mon père, il était pharmacien, mais il avait une passion pour la musique, et donc il jouait du banjo et de la mandoline. Et en fait, même ça ne m'a pas inspiré quand j'étais gamin. J'avais Ouais. pas du tout envie de faire de la musique. Et c'est vraiment une révélation avec les Beatles au travers de cette chanson très particulière. Il faut dire que pourquoi les Beatles à cette époque-là ont eu tant de succès, c'est que ça sortait vraiment des sentiers battus et que leur voix, surtout sur Silvio, était tout à fait particulière, extrêmement aiguë. Enfin, il y avait vraiment des accords de voix qui étaient un peu particuliers. Mhm. Donc voilà, ça m'a emballé complètement. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pas laissé tomber les études à cette époque-là quand même. Mais disons que j'ai commencé à faire de la musique. Aussitôt rentré en 65 en France, je me suis acheté ma première guitare et j'ai commencé à gratouiller avec les copains, quoi. Voilà. D'accord. Ah ouais, en une demi-heure, genre t'as vu les Beatles et c'était parti. Donc Une grâce vraie aux Beatles. révélation. Oui, complètement. Que j'aime toujours. J'écoute régulièrement. Encore ce matin, j'écoutais quelques chansons des Beatles. Je suis toujours très très fan en fait, très amateur de leur musique. Alors question, tiens, pour quelqu'un qui les a connus à ce moment-là, au moment où ils émergeaient finalement, parce que moi c'est intemporel pour moi les Beatles ou comme les Rolling Stones ou n'importe, parce que je les ai toujours connus et j'ai connu les chansons existantes. Elles étaient déjà entre guillemets vieilles, c'était plus ce qui se jouait. Donc moi ça ne vieillit pas. Mais est-ce que pour quelqu'un qui les a connus comme toi là, au moment où ils émergent, est-ce que ça a vieilli? Est-ce que la musique vieillit quand même ou pas? En ce qui concerne les Beatles, d'une manière très étrange, ça ne vieillit pas. Ce sont des choses qui sont absolument intemporelles. Je voyais un article ce matin et il me semble que la sortie de leur premier 45 tours Love Me Do, il y a 60 ans. Quoi. Donc ça n'a pas pris une ride. Et bon, les Stones non plus, hein, quand on écoute Non, Satisfaction. eux en ont pris, mais leur disque non, ça va. Oui, quelques rides. McCartney également, d'ailleurs, le pauvre. C'est vrai qu'il a quand même 80 ballets, donc c'est vrai qu'il a pris quelques rides, quoi, ils sont encore très représentatifs. Mais bon, il a l'âge de ses artères, le C'est pauvre. vrai, c'est vrai. Mais bon, non, leur musique n'ont pas pris. Ça reste des classiques C'est vraiment intemporels. c'est vraiment le type de musique intemporelle, c'est-à-dire quand on écoute
leur succès, les Let It Be, n'a pas pris une ride. Ça aurait pu sortir hier sans aucun souci, comme Born to Be Alive d'ailleurs. Exactement. Mais écoute, tu l'as fait, mais c'était ma transition. Mais oui, effectivement, t'avais pas du tout comme projet de faire quelque chose d'intemporel. Pour autant, c'est ce qui se passe. Born to Be Alive, on l'écoute aujourd'hui. On pouvait l'écouter il y a 20 ans en arrière. C'est la même chanson et ça fait effectivement toujours danser. Plus les mêmes gens nécessairement, quoique ils sont toujours là, mais il y en a des nouveaux qui s'ajoutent. Alors racontons. Je te l'ai déjà demandé pour la radio, mais on va évidemment y repasser ici. Racontons un peu, et là on a le temps de raconter dans le détail l'histoire folle de cette chanson qui a failli finalement pas voir le jour. Tout à fait. Cette histoire commence en 1973 lorsque j'écris la chanson. J'écris une chanson un jour en réfléchissant à ceux qui m'entourent et qui ne vivent que à moitié toutes les choses de leur vie, de leur existence. C'est-à-dire des gens qui aussi bien au niveau de leur boulot, au niveau de leur relation avec les autres, au niveau des amours, vivent les choses à moitié, pas complètement. Donc ça m'énerve un petit peu. Et donc j'écris cette chanson dont la signification, né pour être vivant, ça veut dire effectivement né pour vivre absolument pleinement les choses et pas à moitié. Donc voilà, la chanson est écrite dans ce but-là en 73. Bon, elle est écrite d'une manière acoustique, un peu folky, un peu Bob Dylan quelque part, et elle reste dans les tiroirs pendant quelque temps. Et 2 ans après, je travaille dans un groupe de rock qui s'appelle Paris Palace Hotel, et donc on tente une version rock. Quand je dis rock, il faut relier ça au groupe Eagles ou au groupe Doobie Brothers par exemple. C'est du rock un peu du rock plus américain qu'anglais finalement. Et donc c'est enregistré. Mais ça ne sortira jamais parce que ça n'intéresse personne. Donc ça reste à nouveau dans les tiroirs. Et le producteur de ce groupe me rappelle 3 ans après, c'est-à-dire en 78, en me disant maintenant que tu n'es plus dans le groupe, moi ça m'intéresserait de m'occuper de toi à titre perso, quoi, d'artiste personnel, tout seul. Et donc il me fait venir en Belgique, c'est un producteur belge, il me fait venir en Belgique avec le projet de me faire enregistrer une chanson qui s'appelle Making Love, donc qui n'a rien à voir avec Born to Be Alive et qui n'est pas de moi en plus, cette chanson Making Love. Voilà, donc on travaille sur cette chanson et pendant les enregistrements de cette chanson qui durent quand même quelques jours, il me demande de lui rejouer des chansons du groupe Paris Palace Hotel qu'il avait donc produit précédemment, quoi. Et bien évidemment, je lui joue une des miennes, et une des miennes, ce sera donc, entre autres, Born to Be Alive. Et donc, il retombe amoureux de cette chanson, en me disant, voilà, j'ai une idée un peu folle, qui va pas te plaire, parce que je sais que c'est une musique que tu n'affectionnes pas particulièrement, mais j'ai une idée sur cette chanson, on pourrait en faire, en ce moment, on est en plein dedans, on pourrait en faire un morceau un peu disco, dance et tout, etc. Alors effectivement, c'est pas vraiment mon truc, mais enfin, j'ai 30 ans à l'époque et je me dis que voilà, il faut quand même essayer les choses pour voir avant de se faire une opinion définitive. Donc j'essaye. Déjà très sage à 30 ans. Oui, non, à 30 ans, on est certainement. Peut-être que si on me l'avait proposé à 18 ans, j'aurais dit non définitivement. Hein. Mais à 30 ans, on met un peu d'eau dans son vin, quoi. Donc voilà, donc j'appelle un copain de Paris Palace Hotel, Hervé Tolance, avec lequel je m'entendais bien musicalement et je m'entendais bien, c'était vraiment un ami. Et donc on part faire une maquette sur une feuille de route de notre camarade producteur Jean Vandelot, donc pour ne pas le nommer. Et en fait, il nous avait dit, voilà, je voudrais une batterie comme ça, je voudrais le Charleston qui fasse ça, je voudrais la grosse caisse qui fasse ça, je voudrais une vitesse métronome à telle allure et tout, etc. Et puis après, éclatez-vous, enfin, faites ce que vous savez faire, des trucs des Beatles, machin, des voix, de la guitare, des machins, tout ça. Bon. Donc on respecte sa feuille de route. Et puis après on s'amuse. Alors effectivement, Hervé trouve cette partie de guitare qui deviendra voilà le trademark, le premier trademark à la première seconde de la chanson. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui on la reconnaît à la première seconde, quoi.
Et puis on s'amuse à faire des voix qui sont celles que l'on entend sur le disque que tout le monde connaît, etc. Et donc le soir, quand nous sommes rentrés, pour finir, parce que c'est un peu long l'histoire, mais enfin moi il faut quand même que je la raconte. Ben oui, au moins on a le temps. D'une manière intelligente. Le soir, quand on rentre, on a la surprise avec donc notre petit bobino de Revox sur lequel on avait enregistré donc c'est ce qu'on avait fait dans la journée. On a la surprise d'entendre le producteur nous dire vous avez fabriqué une bombe atomique. Et là, honnêtement, bon voilà, nous on est un peu tombé sur le cul, bien que à l'écoute, on se disait quand même son idée est pas si mauvaise que ça, même si on n'est pas tellement disco, même si c'est une musique qu'on n'affectionne pas tellement. Honnêtement, le costume qu'on vient de mettre à cette chanson, c'est peut-être le meilleur costume qu'on lui a mis depuis le départ, quoi. Donc déjà, on avait mis l'eau dans notre vin. Et puis on part du principe qu'il y a que les imbéciles qui changent pas la vie aussi. Donc finalement on se dit bon, voyons ce que ça va donner. Et donc on était très contents et très satisfaits les uns et les autres, à la fois le producteur et nous, du travail qui avait été opéré là-dessus. Et donc pour terminer le truc, il faudra donc effectivement plus de 6 mois pour imposer cette chanson en France. Oui, parce que pour finir, là, elle est fabriquée, elle est faite, mais elle ne décolle pas à ce moment-là pour autant. Elle décolle surtout pas en France, et donc, désespéré au bout de 6 mois, on décide, sur les conseils d'un ami commun, d'aller la proposer en Italie, à Milan, dans un petit label. Et là, ça sort en Italie et en l'espace de 15 jours, c'est joué par toutes les radios et par toutes les discothèques et ça devient numéro 1 très 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 rapidement. Muni de cette information, le producteur belge se dit je vais faire la même chose en Belgique, tant pis pour la France, c'est pas grave, j'ai un label, je le sors en Belgique. Et le résultat est exactement le même, c'est-à-dire au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est numéro 1 au hit parade. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça va être une traînée de poudre, et notamment après, donc la France, en 3e lieu, va sortir le disque, et ça restera pendant des mois au hit parade en France, et on vendra des tonnes de disques un peu partout. Et après, c'est l'Amérique du Sud, le Canada, l'Est, la Scandinavie, etc., etc. La chanson a fait le tour du monde. Est-ce que toi aussi, du coup, pour la jouer, ou est-ce que t'es resté finalement très très chez nous? Non, le casanier que je suis, malheureusement, à l'époque, c'était juste avant, vraiment juste avant, j'ai raté le coche, hein. C'était juste avant la mode de ce qu'on appelait le clip, le clip vidéo. Et en fait, il fallait à l'époque, donc ça, je parle de 79, 1979. Pas 1879. Non. Et il fallait, quand on avait besoin de faire la promotion d'un titre, il fallait se déplacer. Donc j'ai fait vraiment le tour du monde plusieurs fois, des voyages complètement improbables pour finalement pratiquement jamais faire de la promotion sur mon titre parce que j'arrivais dans les pays, le titre était déjà numéro 1. Donc je venais juste faire coucou. Voilà, je venais faire juste coucou aux gens, ramasser des clés, des disques d'or, les clés de la ville, etc. et des récompenses multiples et diverses. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de voyages à l'époque, ce qui aussi explique d'une certaine façon que après Band Mélade, il y a eu une espèce de latence parce que finalement, j'ai passé plus de temps. J'ai commencé la promo en fait de cette chanson en janvier 79 et je l'ai terminée au milieu de l'année 81. Donc, je n'ai fait que ça pendant 3 ans pratiquement. Et ce qui explique que c'était pas simple de retourner au studio, de faire de nouvelles choses, de se renouveler quoi quelque part. Ouais. La première fois que tu l'entends à la radio, alors cette chanson, c'est où, comment, est-ce que tu t'en souviens? Je pense que c'est en Italie du coup, non? En Italie, tout à fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Italiens
ont eu la bonne idée de mettre en route les radios libres avant les Français. Ouais, 81 chez nous, hein, c'était donc avant là-bas. Ouais. Et là-bas, c'était déjà en place en 79. Donc, c'était extraordinaire parce que au début, il y avait à boire et à manger sur les radios libres, comme partout d'ailleurs, entre parenthèses. Et on entendait Born to Be Alive dans une voiture sur la radio, donc j'étais très 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 content de l'entendre. Et donc sur une radio X. Et on tournait à droite dans une autre avenue, on changeait de fréquence et on entendait Born to Be Alive. Limite, c'était la suite, quoi. À la même. Donc c'était assez drôle. Et effectivement, le soir, on sortait, il y avait pas une discothèque qui le jouait pas, mais plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la soirée. C'était vraiment. Et là, j'étais à Vérone il y a pas très très longtemps, aux arènes de Vérone, pour la RAI, pour la télé, et cette chanson, Born to Be Alive, elle a un impact encore en Italie, on dirait un hymne national, quoi. On dirait un deuxième hymne national pour l'Italie. Donc voilà, je l'ai entendu là, effectivement, la première fois, c'était en Italie, vraisemblablement dans une voiture ou dans un taxi avec la radio. Ouais. Et bien évidemment, ça fait chaud au cœur, d'autant qu'on est passé près de la catastrophe, puisque au bout de 6 mois, la logique aurait voulu que le producteur dise bon, j'arrête les frais, je prends le disque, je le fous à la poubelle, on va faire autre chose, quoi. Ouais. Parce que là, honnêtement, il a eu une constance absolument incroyable, quoi. Il croyait en ce titre absolument d'une manière folle, quoi. Et c'est grâce à cette constante que le disque est sorti, parce que finalement, il avait vraiment toutes les chances de finir au bac. Et pas non, dans les bacs, du coup. Et là, il s'est retrouvé dans les bacs. D'autres. Est-ce que c'était déjà extraordinaire à l'époque, donc de le tenir et je comprends que oui, mais de le tenir vraiment 6 mois et d'essayer, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une époque où on consomme très très vite, et je suppose que n'importe quel producteur aurait effectivement abandonné très vite. Mais ça, c'est l'époque qui est comme ça. Est-ce qu'à l'époque, à une époque où on allait entre guillemets moins vite, c'était déjà extraordinaire d'essayer 6 mois? C'était extraordinaire. C'est surtout lié effectivement à la constance du producteur qui a tenu contre vent et marée. Mais il avait même un associé. D'ailleurs, ils étaient 2 sur le coup. Et le deuxième, lui, avait déjà même fait fabriquer un deuxième 45 tours parallèle au 45 tours de Born to Be Alive sur une autre chanson de l'album qui s'appelait Rendez-vous, en disant il faut laisser tomber Born to Be Alive parce que personne n'en veut et il faut essayer de promotionner la chanson Rendez-vous. Donc en fait, je me suis retrouvé effectivement avec c'est plutôt original, avec 2 45 tours qui ont été fabriqués dans la même année, dans les mêmes mois, et avec 2 pochettes identiques. La pochette de Born to Be Alive est verte, oui. Et la pochette de Rendez-vous, c'est exactement la même pochette, mais en rose. Donc, à quel point, ce producteur belge a eu de la constance en disant non, on va essayer par tous les moyens de trouver un biais pour sortir cette chanson. Et on a vraiment été jeté par tout était cumulé, les radios, les télés, nos copains de la presse, machin. Personne n'en voulait. Il y avait toujours une bonne raison. Le tempo était trop rapide. Born to Be Alive était un pléonasme pour les Français. C'est quand même hallucinant de savoir quand même que Born to Be Alive, le texte et le titre ont été étudiés dans les écoles aux États-Unis, parce que effectivement c'est quelque chose qui est pléonasmique, mais qui ne se dit pas dans la langue anglaise, dans la conversation anglaise, ça ne se dit pas, mais littéralement c'est quelque chose qui est permis. C'est la licence poétique, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et en fait, ça ouvre des portes. Et moi, je savais pas que j'avais fait de la philosophie. Je l'ai fait sans savoir, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir. Ça, voilà. Et je me suis aperçu par la suite, effectivement, que ça correspondait
et ça faisait résonner une corde absolument incroyable, corde sensible chez toutes les minorités anglo-saxonnes, j'entends. Hein. Donc les Français avaient des idées que c'était un pléonasme mais qu'on pouvait pas le dire. Mais vous voyez à quel point c'est con, quoi. Vraiment. Et donc, il y avait ça, il y avait le nom qui n'allait pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Patrick, c'est irlandais. Hernandez, c'est espagnol. Il y en a même un qui a dit que ça faisait boniche espagnol, Patrick Hernandez. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et le même 6 mois après me disait Patrick Hernandez, je suppose que c'est un pseudonyme. Ah non, c'est mon prénom et puis c'est mon nom. Mais alors j'en ai qu'un en plus, je peux pas en changer. Oh là là, ça sonne tellement bien qu'on dirait un pseudonyme. Tellement ça sonne bien. Enfin bon, voilà, il y avait toutes les raisons pour effectivement mettre ce pauvre disque de Born to Be Alive à la poubelle. Alors justement, dans Essaye encore, l'idée c'est de parler de ces moments-là un petit peu. Comment toi tu le vivais à cet instant précis? Tu avais donc une trentaine d'années, si j'ai bien retenu, ou avoisinant. Et du coup, comment toi tu vis quand ça ne veut pas sortir? Bah, j'avoue que je le suis encore maintenant. Je laisse les choses se faire. Parce que, en fait, moi, je me considère comme un musicien, comme un compositeur, comme un auteur. Ce qui concerne le business, même encore à l'heure actuelle, hein, je délègue et je ne m'en occupe absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui ne me passionne pas. Et donc, à l'époque, en un mot, je prends mon mal en patience en disant, ça n'est pas ton métier. C'est pas à toi de t'en mêler. Et donc, je laisse faire les choses. En plus, c'est dans mon caractère, je n'ai jamais forcé les événements. C'est-à-dire que, de ma vie, je n'ai jamais enfoncé les portes. Si on me jetait par la porte, je rentrais pas par la fenêtre. C'est quelque chose, je laissais les choses faire selon mon ressenti, quoi, en fait. Et d'ailleurs, quand j'ai intégré le groupe Paris Palace Hotel dans les années 74, j'avais une proposition de Claude François pour devenir un artiste Flèche à l'époque, donc de la maison de disques Flèche, et je ne sais pas pourquoi, mon instinct m'a dit non, ne fais pas. Et donc je suis parti en galère avec un groupe qui traînait la savate et qui gagnait pas l'argent, mais j'avais envie de faire ça et j'ai bien fait puisque c'est au sein de ce groupe que j'ai effectivement écrit Born to Be Alive. Mais vous voyez, je n'ai jamais forcé le destin quelque part. Ça, c'est une de mes caractéristiques. Et encore aujourd'hui, quand je sens quelque chose, je le fais. Quand je le sens pas, je le fais pas. Même si on me conseille de le faire, quoi. Ça c'est ouf parce que effectivement il y a des gens ils courent toute une vie pour apprendre à lâcher prise comme ça. Quand j'ai refusé de signer le contrat avec Claude François, tous ceux qui m'entouraient m'ont traité de fada, quoi, parce que c'était un des deux artistes majeurs. Il y avait Johnny Hallyday et Claude François à l'époque étaient les deux artistes majeurs en France. Le mec, il trouve que j'ai du talent et que j'ai un physique, que si, que là, machin, il veut me signer pour me... Et en fait, juste derrière moi, à ma place, il a signé Chamfort, d'ailleurs, Alain. Il cherchait vraisemblablement un mec assez grand, avec les cheveux frisés, bruns, un peu longs. Donc, on avait un peu le même look à l'époque. Et les gens qui m'entouraient ne m'ont absolument pas compris pourquoi j'avais jeté le stylo en disant non, je signerai pas ça. Donc voilà, il faut croire à son étoile, il faut croire à son destin, il faut croire à ses ressentis quelque part. Et donc ça m'a bien évidemment réussi sur le coup. Ah bah oui, là pour le coup en effet. Et ben c'est assez étonnant justement parce que généralement il y a l'entourage comme ça qui fait que c'est dur de garder une décision comme celle-là, de dire non, j'y vais pas et de l'assumer. Après on peut se mettre à douter, dire est-ce que je fais pas une erreur, etc. Et est-ce que ça tu l'as quand même vécu mais t'as gardé ton cap ou même pas? T'as même pas de doute?
Non, j'ai gardé le cap. J'ai gardé le cap en me faisant traiter de fada par tout le monde, par les gens avec lesquels même la famille à l'époque, la famille, les gens que je fréquentais, les amis, les copains, ils m'ont tous traité de fada. Mais moi, j'ai tenu contre vents et marées. Et ça, c'est une de mes, enfin, c'est un de mes traits de caractère assez forts. Quoi. Quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas ailleurs, comme on dit. Vaut mieux qu'elle soit dans la tête, ma foi. Oui. Alors, bon, du coup, on cerne le personnage, d'accord, mais pour autant, est-ce que quand ça ne sort pas, alors c'est déjà c'est une étape secondaire, parce qu'il y a déjà dans un premier temps le fait que tu l'aies écrite, cette chanson un peu, tu disais folk au début, puis une version rock, puis ça arrive à cette version disco, donc c'est retravaillé sur ce que tu avais pu faire au départ, puis même retravaillé, ça met du temps. Est-ce qu'il y a au-delà de ce lâcher prise, donc qui est un peu caractéristique, quand même une sorte de frustration, ou en tout cas de remise en cause, dans le sens je l'ai pas bien, j'ai un peu raté, ce que j'avais écrit, il a fallu le retravailler, même retravailler, ça ne veut pas bien vraiment marcher. Est-ce qu'il y a un sentiment à un moment donné quelque part, alors d'ailleurs ça peut être sur cette chanson ou ailleurs, de sentiment d'échec, ou est-ce que jamais tu ne ressens ce sentiment finalement? Sûrement, je dirais jamais. Jamais. Par contre, génial. les échecs, non, honnêtement, on avait l'impression d'avoir, en plus, on a deux oreilles, plus les oreilles d'Hervé Tolan, ça fait 4, plus les oreilles du producteur, ça fait 6, et on était sûr d'avoir été au bout de ce que l'on pouvait faire sur cette chanson. Donc, les échecs vont venir après, et ils seront assumés, et c'est là où je vais apprendre beaucoup de choses au travers des échecs. Mais sur Born to Be Alive, ça n'en est pas. Non, pas du tout. J'y ai cru jusqu'au bout en me disant, voilà, il faut s'arc-bouter, prendre les coups et puis les encaisser, et à un moment ou à un autre, ça va le faire, quoi. Donc la vie m'aura donné raison. Et c'est après que ça va devenir, bien évidemment, beaucoup plus compliqué, quoi. Alors, justement, quand est-ce qu'arrive le premier bid derrière ce succès? Alors, les premiers bids, ça va tarder un petit peu, mais par contre, les premiers reproches qu'on va me faire viennent assez rapidement après Born, parce que un peu têtu comme je suis, effectivement, j'avais un album qui était fait avec des chansons qui étaient un peu, effectivement, dans l'esprit de Born to Be Alive, mais notamment une chanson qui sortira en troisième single tiré de l'album, qui s'appelle Disco Queen, et qui était vraiment un petit peu dans l'esprit de Born to Be Alive, et que les exégètes connaissent parfaitement bien. Mais mon camarade Hervé Tolans, qui était vraiment un chanteur et un musicien tout à fait exceptionnel, ayant vraiment contribué au succès de Born to Be Alive en y ajoutant effectivement cette guitare que tout le monde reconnaît, en ajoutant cette magnifique voix grave, Born to Be Alive. Ouais, ça, il a signé d'une certaine façon ces passages-là de la chanson, et donc j'ai envie de lui renvoyer l'ascenseur. Et comme c'est un chanteur aussi, c'est aussi un chanteur exceptionnel, je fais un duo avec lui, un duo qui s'appelle Back to Boogie, et qui était aussi sur l'album donc de Born to Be Alive. Et là déjà, les gens à la télé commencent à me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec affublé de lui qui sait pas bouger, c'est à la télé et tout, pourquoi tu t'embarrasses de ça, et donc je commence déjà à avoir des reproches à ce niveau-là. Mais en deuxième 45 tours qui suit l'énorme succès de Born to Be Alive, malgré tout, Back to Boogie aura du succès. Il sortira dans plusieurs pays, et c'est encore une fois une chanson que les exégètes connaissent bien. Après, il y a Disco Queen, mais c'est un peu tard. Donc, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait les choses un peu à l'envers. J'aurais dû plutôt sortir Disco Queen en deuxième et Back to Boogie éventuellement en troisième lieu. Et puis après, il y a un véritable problème. C'est que on était en 79, Born to Be Alive bien accueilli comme un titre disco. Il y en aura d'autres
d'autres artistes, mais c'est la fin de cette période disco. On arrive vraiment à la toute fin où les gens considèrent vraisemblablement qu'il y a eu trop de disco, que le trop de disco tue le disco. Ouais. Et à partir de 81, il y a une overdose sur cette musique et ceux qui ont touché cette musique de près ou de loin deviennent persona non grata en radio, à la télé. Plus personne ne veut de nous à l'époque. Mais je suis pas tout seul dans le cas. On est toute une bande de gens qui voilà disons que la production musicale est passée à autre chose. Alors là, on entre dans les années 80 et la musique est différente. Et ceux qui représentent le disco sont vraiment plutôt mal vus et plutôt non. On passe plus à la radio, on passe plus à la télé, on parle plus de nous, et à la limite c'est un peu genre ah non pas eux, non ça va, c'est bon, c'est un peu le passé quoi. C'est genre l'overdose. Et donc là, il va y avoir, pour ce qui me concerne, un certain nombre d'essais qui ne seront jamais transformés, ou pratiquement jamais. Ça s'explique quelque part, parce que c'est vrai que quand on crée une espèce de monstre comme Born to Be Alive, il est très difficile de refaire. De toute façon de refaire ou même de suivre tout simplement quoi. Donc en fait, je vais faire des essais un peu partout. Donc je fais un duo au Brésil avec George Ben. Je fais un disque en Angleterre, un titre qui s'appelle Tallulah. Je fais un disque en Allemagne qui s'appelle Non-Stop. Je fais un duo en Italie, 2 duos en Italie, pardon, j'en ai oublié un. Et rien ne fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me ramène à Born to Be Alive en disant, mais monsieur, vous avez vendu X dizaines de millions de disques, vous n'allez pas en plus venir nous casser les pieds encore maintenant, quoi. Donc c'est un peu ça, ou casser les oreilles avec autre chose. Donc à l'époque, je pense que j'aurais pu chanter la Marseillaise en breton. C'était pareil. Ça aurait été exactement la même chose. Donc rien ne fonctionne. Je fais même un disque. Il y a un projet de disque en français, donc je dis peut-être que là, ça pourrait effectivement faire en sorte que les Français tendent un petit peu l'oreille, en tout cas le métier français. Eh ben non, ça leur plaît pas non plus. Donc il va se passer à la louche 5-6 ans où que ce soit moi ou que ce soit les autres qui ont touché le disco de près, on est dans le néant. Donc c'est une période où moi je fais des essais et qui ne seront effectivement jamais transformés. Ceci étant dit, ça m'a permis effectivement de faire un petit peu d'introspection, parce que là, au contraire de la période Born to Be Alive, j'avais le temps. Et puis, sur cette introspection, de faire l'analyse de ce qui m'était arrivé et d'essayer d'en tirer un petit peu la moelle, quoi, la crème de la crème, quoi, et de faire le point là-dessus. Et puis de faire des expériences musicales, parce que je n'oublie pas, et ça c'est quand même primordial, qu'à la base, je suis musicien et compositeur, donc en fait, ça m'a permis de travailler avec les autres, d'ouvrir ma porte, de faire des choses dans d'autres langues, même si ça n'a pas réellement fonctionné, sauf pour effectivement quelques-uns qui sont vraiment des fans absolus et qui connaissent pratiquement tout. C'est des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais par contre, que ce soit musicalement ou humainement parlant, j'en ai vraiment tiré la quintessence. Ouais. Vraiment c'était très intéressant. Et malgré le fait que je sois un artiste qui soit rejeté à cette époque-là, Born to Be Alive était encore dans la majeure partie des pays encore beaucoup diffusé, notamment dans les discothèques du monde entier. Et donc, financièrement, il y avait pas de problème. Donc, oui, donc tu pouvais te permettre effectivement de prendre le temps, et de faire des choses.
Tout à fait. Et de faire de l'introspection, d'aller à la pêche. À l'époque, j'avais une maison. J'étais pas en Provence à l'époque. J'étais dans le Périgord. Et j'avais une maison qui était un moulin, qui était un joli moulin sur le bord d'une rivière. Et donc, par exemple, l'année que, si mes souvenirs sont bons, c'est l'année 84 ou 85 peut-être. J'ai passé toute l'année en autarcie absolue dans ma maison, sans bouger, sans absolument bouger de la maison et en vivant en autarcie avec le potager. Une répétition du confinement, quoi. Voilà. C'est pour ça que finalement le confinement m'a bon. gêné qu'à moitié. J'ai eu un très bel article sur la Provence, d'ailleurs, disant Patrick Hamon a battu le record de confinement de la région. Il est resté enfermé chez lui 109 jours sans voir personne. Donc, non, ça a été une période où j'ai beaucoup appris et je pense en plus que ça m'a été extrêmement bénéfique pour digérer cette histoire qui est quand même. Faut pas oublier quand même que pendant 3 ans, le fait d'avoir effectivement fait un tube planétaire et d'avoir eu effectivement toute cette satisfaction, ces honneurs, etc. Ça peut faire perdre la tête un peu. Oui, c'est ce que j'allais te demander en effet après. Tu vois, et en fait, cette période d'introspection, cette période de calme, cette période de réflexion et cette période d'essais musicaux, essayer au Brésil, essayer en Italie et tout, etc. Ça m'a appris plein de choses. Au niveau relationnel, j'ai connu des gens extraordinaires avec lesquels j'ai donc collaboré. Humainement, donc c'était très très riche, et musicalement aussi. Donc de ces échecs successifs, il en est sorti vraiment une réflexion qui m'a permis de digérer ce gros succès qu'est Born to Be Alive et d'arriver ensuite très serein sur cette histoire-là, en disant finalement il y a 98% de positifs sur l'histoire Born to Be Alive et peut-être 2% de négatifs, mais dans la balance, ça compte pas, quoi. Donc finalement, c'est une sublime histoire, une très très belle histoire. Et alors effectivement, il y a des gens qui me disent, mais attends, t'es vachement serein là-dessus. T'as l'air, enfin, t'es cool. Hein, ben oui, je suis cool parce que finalement, j'ai appris à digérer tout ça. Évidemment, donc à ce moment-là et puis à aujourd'hui, avec les années et la sagesse, t'as vu un délicat, je dis pas vieillesse, hein. Mais non, mais plus sérieusement, avec la sagesse, bien sûr, aujourd'hui tu peux avoir ce recul-là. Mais déjà donc au moment du succès de Born to Be Alive, tu n'as pas, comme certains pourraient avoir effectivement avec le succès, la grosse tête, les grosses voitures ou je sais pas quelle vie de luxe qui arrive dans l'histoire, quoi. Les grosses voitures, je les ai eues, mais je les conduis pas parce que j'ai pas le permis de conduire. Ah voilà. Donc, mais j'ai eu beaucoup de limousines, beaucoup effectivement de très très grosses voitures. Mais non, en fait, moi, j'ai pris ça comme une expérience extrêmement positive et je suis resté vraisemblablement aussi grâce à l'âge quelque part. Parce que je suppose que avec un succès pareil, quand on a 18 ans, on ne réagit pas de la même façon quand on en a 30. Oui, oui. 30 ans, ça veut dire que j'avais déjà derrière moi 12 ans de scène, de musique, d'essais, de disques sortis, de ratés, etc., etc. Donc, en fait, j'étais pas un ado qui découvrait tout ça. J'avais déjà quand même beaucoup bourlingué, et donc ça m'a aidé. Donc, pendant le succès de Born, il y a peut-être eu quelques énervements qui pourraient passer pour des énervemment de diva, mais bon, quand on est le lundi à Londres, le mardi à New York et le mercredi à Berlin, ce qui était le cas, il y a quand même un peu de fatigue, un peu de décalage horaire et tout ça. Ouais, j'en ai fait des décalages horaires, j'en ai fait des doubles, des triples. Il y a des moments où il y avait que Concorde qui me permettait de faire l'horaire, en fait, sur une télé à Los Angeles. Si jamais il n'y avait pas eu un Paris-New York en
Concorde, jamais j'aurais pu effectivement faire la télé à Los Angeles. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont arrêté le Concorde à partir du moment où tu as commencé à plus voyager, hein. Mais voilà, bah, surtout avant qu'ils se cassent la gueule. Mais bon, effectivement, j'ai pris ça avec beaucoup de simplicité, beaucoup de recul et effectivement, beaucoup de gourmandise, j'allais dire, parce que finalement, j'ai trouvé ça génial. Et bon, qui ne le trouverait pas génial? Qui ne trouverait pas cette situation géniale? Mais j'ai pris ça avec de la gourmandise, mais une gourmandise naturelle, gentille, enfin, je veux dire pas agressive, une simple gourmandise, quoi. Donc non, je suis resté calme à ce sujet. Et alors après, je pense que ça dépend aussi du caractère de chacun. Oui, moi, mon caractère est fait comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Après, c'est vrai, on me demande de temps en temps que il y a une recette, il n'y a pas de recette. Non, il n'y a pas de recette. Et donc j'ai pris ça comme un travail commun musical avec un producteur, forcément au bon moment, avec les bons ingrédients. Et un bon travail au départ, quoi, au bon moment. Un bon travail, un peu de talent, et aussi un facteur chance extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que la chance, il n'y a pas que la chance dans cette histoire, mais elle est là quand même. Ouais. Parce que quand même, vu la manière dont on a démarré sur cette histoire, on a failli donc effectivement aller dans la panière. Il y a quand même un facteur chance qui fait que le producteur, moi, etc., les gens qui nous entourent, enfin, je veux dire, on a tenu contre vents et marées, et c'était une chance, c'était un moment, c'était du travail, c'était du bon travail, c'était un travail de producteur que souvent maintenant les producteurs ne font plus. C'est-à-dire que là, on s'est laissé absolument aucune porte de sortie. Et j'ai vu par la suite qu'on pouvait de temps en temps se laisser des portes de sortie. En disant que je suis pas tout à fait content du mix, mais bon, ça devrait le faire, on va faire comme ça, etc., etc. Sur Bandrélab, on s'est absolument laissé aucune porte de sortie. Tant qu'on n'a pas été satisfait à 250%, on a travaillé. Donc il y a aussi le facteur boulot, le facteur chance, le facteur vraisemblablement un peu de talent aussi, et le facteur de l'environnement musical du moment. C'est-à-dire on a profité effectivement d'une vague. Oui, c'est sûr. Bon, là, ça fait 3 quarts d'heure que, du coup, je te connais un peu mieux. J'avais noté une question, mais je pense avoir ma réponse, mais je vais quand même te la poser. Est-ce que tu aurais préféré ne pas avoir de succès tout de suite, ou en tout cas pas celui-ci, pour te laisser le temps de travailler peut-être avec en collaboration avec un tel, faire tel ou tel album qui aurait marché un petit peu mieux à chaque fois, par exemple, jusqu'au gros succès? Ou est-ce que t'es donc très content finalement, et c'est, je pense que la réponse du coup d'avoir eu cet énorme succès presque dans le début, quoi. Oui, tu connais la réponse, effectivement. Moi, j'aurais préféré évidemment faire un premier disque un peu confidentiel, que le deuxième soit un peu plus retentissant, etc., jusqu'à monter effectivement à un très gros succès. Ça m'aurait laissé effectivement plus satisfait de la situation que le fait d'avoir tout explosé sur le premier et ensuite d'avoir eu toutes ces difficultés au travers desquelles on a dû passer et qu'il a fallu effectivement digérer, où il a fallu faire de la philosophie pour accepter tout ça. Donc j'aurais préféré effectivement commencer par le bas et arriver vers le haut. Là, j'ai commencé sur le très très haut. Donc c'est une situation qu'il faut gérer, et je pense que toutes ces périodes, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, toutes ces périodes de non-succès m'ont permis effectivement de digérer ce succès qui a été un peu, soudain, il faut le dire, envahissant quelque part. Qu'il l'est plus maintenant, parce que maintenant j'en ai pris mon parti, et le fait d'être Mr. Born to be Alive me dérange strictement pas, quoi. Je vois que les gens, que ce soit les musiciens, que ce soit les gens de télé, les gens de radio, les gens de la presse, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de forme de respect par rapport à quelque chose qui est devenu un standard musical indéniable
C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de jugement de valeur sur cette chanson, quoi. Oui. Donc, il y a beaucoup de tendresse de la part de ces gens, et je vois que quand on se rencontre, ils ont l'air contents de me voir, et moi, je suis content de partager un moment avec eux aussi. Donc ça, c'est quand même une situation qui est, alors, je dirais pas enviable, hein, parce que chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas, dans mon cas précis, je trouve qu'on est arrivé à un bon résultat finalement, même si ça peut être de temps en temps un petit peu réducteur, quoi, quelque part. Ouais. Hein. Oui, bah oui, forcément. Et est-ce que tu as justement souffert avant le regain des années 80, Star 80 notamment, qui a aidé à ce qu'aujourd'hui ce soit finalement encore un gros succès et à la mode finalement. Est-ce que tu as souffert du c'est un peu ringard les années 80 avant justement le retour? Ou est-ce que cette image-là, elle te passait déjà au-dessus parce que toi de toute façon maintenant t'étais passé à autre chose? Non, j'ai pas réellement souffert de ça. Non. Je trouvais ça un peu con. Mais bon, effectivement, je répète pratiquement dans chaque interview, je fais quand même une différence entre une chanson qui est un tube, ce qu'on appelle un tube, ou un succès momentané. Le tube, c'est momentané, ça peut être un épiphénomène, ça peut disparaître du jour au lendemain, et un standard. Et en fait, la vie a fait, et le temps a fait, et les années ont fait que cette chanson, après avoir eu autant de difficultés à sortir, après avoir eu un succès mondial, planétaire, machin, etc., après avoir connu le désert de Gobi pendant 5-6 ans, cette chanson s'est installée comme un standard de la musique. Et ça, honnêtement, contre vent des marées, je trouve ça plutôt gratifiant. C'est une jolie médaille, ouais. Et c'est une très très jolie médaille. C'est une chanson dont on dit effectivement que on l'entendra lorsque je ne serai plus là, quoi. Ça fait partie des chansons qu'on réentendra de toute façon, même quand l'artiste lui-même ne sera plus de ce monde, quoi. Donc c'est quand même une belle réussite pour une chanson et pour un compositeur, parce que je suis pas seulement un chanteur, je suis le papa de cette chanson, et ça, c'est une autre satisfaction aussi, quoi. Ah oui. Et c'est vrai que Star 80, bien évidemment, a été une tournée qui nous a effectivement mis en lumière ou remis en lumière, mais le retour du succès en tout cas de la chanson elle-même, ça date pas de Star 80, ça date de bien avant, quoi. Est-ce que d'ailleurs elle s'est seulement arrêtée en fait à un moment donné, parce que j'imagine que même encore en soirée, elle de toute façon elle a toujours passé finalement depuis qu'elle est sortie. C'est ça. Et effectivement, il y a eu une période où, en tout cas, les gens de métier ne voulaient plus entendre parler de nous, mais ça a duré, disons, allez, en arrondissant, de 84 à 89, 5 ans, quoi, à peu près, dans cette période-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, au Brésil ou au Canada, dans les discothèques encore, il y avait quelques titres disco qui étaient des incontournables. Ben oui. Donc Village People, oui, c'est ça. I Will Survive, Staying Alive, tous ces titres passaient encore dans les discothèques. Donc effectivement, on n'a jamais vraiment disparu du paysage, même si à un moment ça insupportait les gens parce qu'il y en avait eu trop et qu'on peut le comprendre à la limite. Hein, trop de choses tuent la chose, quoi. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Effectivement. Est-ce que on est dans l'époque aujourd'hui de créer des biopics un peu sur tout? Est-ce que tu imaginerais un biopic sur Patrick Hernandez et Born to Be Alive? Alors c'est marrant que tu m'en parles parce qu'effectivement c'est sur les rails depuis 2 ans. Si. C'est effectivement. Alors je peux pas en parler parce que non, évidemment. C'est quelque chose qui est en gestation, mais les chansons sont déjà écrites. Je travaille en collaboration beaucoup avec mon camarade musicien et chanteur Alec Mention, qui est chanteur de Léopold Nord, qui est avec nous sur la tournée Star 80. Et qui était donc un musicien et chanteur belge, donc. Et donc on travaille beaucoup sur les chansons
d'un long métrage, mais qui sera, la seule chose que je puisse dire, parce que je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est un long métrage qui sera pas l'histoire de Born to Be Alive. C'est l'histoire de Patrick Hernandez. Ouais. C'est-à-dire, le film commence lorsque j'ai 7 ans, avec effectivement les cassures, les brisures, la vie d'un enfant, et puis un peu après l'adolescence, la découverte de la musique, comme je l'expliquais tout à l'heure, grâce aux Beatles. Et puis on arrivera à un moment ou un autre, on arrivera effectivement à Born to Be Alive. Ouais. Tout ce que ça représente, et après, bon, un peu la descente aux enfers, et puis ça se terminera avec un happy end qui représentera à peu près l'année 1990, et ça s'arrêtera là. Mais c'est un chouette projet, et c'est vraiment sur les rails. T'as vu, j'ai eu du nez. On s'en était pas parlé avant. Non. En plus, c'est un scoop parce que c'est vrai que je n'en parle pas. Comme c'est quelque chose qui n'est pas validé, officiel. Ouais. Hein. Donc je peux en parler un peu à mon couvert, mais bon. la question la question était bien posée. Donc voilà, t'as un scoop. Bon écoute, merci. On suivra ça avec attention. Est-ce que le film s'appellera Born to Be Alive. Forcément. Bah ouais, là du coup, oui, c'est sûr. Il y a La Roche-Valmont qui s'est amusé à faire 157 versions, enfin 157, je caricature, de sa chanson. T'as le look Coco. Est-ce que, vu que à la base c'était pas une chanson disco, est-ce que il y en a eu d'autres versions officielles entre guillemets sorties de Born to Be Alive ou pas? Alors, oui, il y en a eu pas mal. Alors, il y en a eu même beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses. Venant de moi, il y a eu quelques remixes qui étaient un peu différents de l'original, qui avait été donc fait par le producteur original de la chanson, qui avait fait des essais effectivement sur cette chanson. Et j'ai moi-même en fait, et ça tu peux la retrouver si tu tapes tout bêtement sur YouTube, tu tapes Patrick Hernandez version acoustique de Born to Be Alive. J'ai refait il y a 4 ans une version dans l'esprit de ce que j'avais fait quand j'ai écrit la chanson. Ouais. À la base, une version acoustique qui est très jolie, que j'ai eu l'occasion de faire au journal télévisé de Larousse une fois. Je l'ai fait à RTL, je l'ai fait à Europe, je l'ai fait à France Inter aussi, ou à Sud Radio également, je crois. Et donc c'est une chouette version. Donc il y a juste la voix, la guitare et quelques chœurs. Et c'est vraiment une très chouette version. Après, les versions de Born enregistrées par d'autres, il y en a pléthore. Oui, ça évidemment. Ouais, non, mais des dizaines et des dizaines. Il y a même une version une tahitienne avec le ukulélé, les pirogues, les trucs, les bateaux. Il y a des versions hard rock, il y a des versions. Enfin bon, il y en a pléthore. Mais je l'ai là, la version acoustique. Je suis en train de regarder. Du coup, j'écouterai ça, juste après. Tu peux même faire de la housse, la version acoustique de la housse, où tu devrais la trouver. Ouais. C'est assez simple, mais elle est vraiment chouette. Elle est vraiment très chouette. Et c'était un coup de chapeau à la version originale, en fait. Je l'ai fait pour le fun, hein. Vraiment, je l'ai fait pour le fun. Et je trouve que c'était un petit coup de chapeau que je devais donner à la chanson, parce qu'elle, elle est tout à fait dans l'esprit de ce que j'avais fait quand j'ai écrit la chanson, et elle servira bien évidemment dans le film. Voilà. À un moment ou à un autre, celui qui va interpréter le Patrick Hernandez de l'époque, il va donc créer la chanson pendant le film, et donc ce sera cette version vraisemblablement qui va être à l'honneur. Donc voilà. Très jolie chanson donc acoustique. Ouais, parce que des fois on découvre
vraiment les paroles dès que c'est chanté autrement, donc c'est une belle, ouais, je vais aller écouter ça. On arrive à la fin du podcast. J'ai toujours une question à la fin pour finalement mettre quelqu'un d'autre à ta place entre guillemets. Qui t'aurait aimé entendre venir raconter ses échecs, sa manière de gérer ce genre de sentiments, si il y avait eu des podcasts il y a 30 ans en arrière, ou alors ou qui t'aimerais entendre aujourd'hui à ta place? Oh, je pense que, enfin, il y a plein de gens qui ont des histoires à raconter, mais je vais parler de quelqu'un de notre bande. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un nombre d'expériences absolument incalculable et qui a des tonnes et des tonnes de choses à raconter, notamment musicales. C'est Jean Schultes. Ouais. Jean Schultes que l'on connaît au travers d'une chanson. Et par contre, il a un parcours absolument incroyable, quoi, incroyable. Et il a vraiment des tonnes d'histoires à raconter. Donc voilà. Et puis pour rendre à César ce qui appartient à César, je dirais Paul McCartney qui a beaucoup de choses à raconter. Alors là, ça va être plus compliqué, je ne te cache pas, d'atteindre Paul McCartney, mais Jean Schultes, disons que c'est plus probable. Et tu sais qu'il a un parcours incroyable parce que tu le connais ou parce que t'aimerais entendre son parcours que tu ne connais pas? Non, c'est un conseil amical que je te donne. D'accord. Parce que c'est mon voisin, donc il habite à Cavaillon, il habite à 10 minutes de chez moi, et on a été ensemble sur Star 80 pendant plus de 10 ans, et donc on a fait des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres ensemble, en train, en parlant. Ça laisse le temps de se raconter, oui. et je sais que par contre, c'est pour quelqu'un qui interviewe, c'est un puits. C'est-à-dire que il peut parler de ses expériences jusqu'à demain matin, tellement il en a à raconter, quoi. Donc, il a de l'humour, c'est un charmant garçon, et puis c'est un bon pote. Donc voilà. Mais McCartney est pas mal aussi, hein. Ah oui, bah ça tu m'étonnes. Bon, il faut juste que je bosse un peu l'anglais. Je vais partir vivre dans le Kent 6 mois et puis ça va aller. Merci beaucoup Patrick d'être passé dans Essaye encore, et puis bon bah on se dit à bientôt au cinéma alors. À bientôt, et puis merci encore pour ce moment de partage. J'aime vraiment beaucoup ça. C'était très 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 sympa. Oh bah, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Donc 39e avec Patrick Hernandez. Je vous rappelle que le podcast est disponible sur plein de plateformes. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube également. Un peu partout en gros où on peut écouter des podcasts. C'est possible de retrouver Essaye encore. Tu tapes Essaye encore podcast ou Geoffrey Deloup quelque part dans une barre de recherche et normalement tu devrais pouvoir me trouver. Tu peux aussi évidemment le partager cet épisode s'il t'a plu, partager le podcast, parler de ce podcast autour de toi si tu l'écoutes, et puis venir liker aussi la page Insta, le compte Insta Essaye encore podcast, pour suivre un petit peu toutes les news concernant, ou Geoffrey Deloup, mon compte Insta aussi ça marche, pour suivre toutes les news concernant donc ce podcast. Voilà, je te retrouve donc très vite avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée, j'en sais rien, ce sera la surprise. Ciao, rendez-vous au prochain numéro.